Bonsoir, nouvelle édition du 7-8 L'Actu, le journal de la rédaction. Voici les titres de ce 17 juin. La proposition du maire d'Elancourt sur le rythme scolaire ne fait pas l'unanimité auprès des enseignants. Ils viennent d'être reçus à l'hôtel de ville par les élus. Elancourt, qui par la voix de son premier édile, l'UMP Jean-Michel Fourgousse, s'oppose à la réforme et a donc décidé d'assurer un service minimum à la rentrée. Des bus, mais aussi des taxis utilisant des voies dédiées sur autoroute. D'ici 2020, le réaménagement sera opérationnel en Ile-de-France. Le président de région, Jean-Paul Huchon, entend réduire ainsi de 20% les émissions de gaz à effet de serre. Invité du journal, Jean-Pierre Navarro de l'association des ailes et des hommes. Il proposera dans quelques jours au grand public de découvrir Pérou et Chili à travers ses prises de vue aériennes. Une découverte en immersion grâce à un nouveau procédé de réalité virtuelle. L'image du jour, l'image de ce 17 juin, celle du château de Versailles pendant la Grande Guerre. L'établissement public vient de mettre en ligne le deuxième épisode de sa web-série réalisée avec des fonds issus de ses archives, mais aussi de la Bibliothèque nationale. L'occasion de voir comment s'est déroulée cette période troublée, loin de la ligne de front, entre préservation du patrimoine et accueil des soldats blessés. La web-série comportera 4 épisodes. La mise en ligne se fera jusqu'au 28 juin, date anniversaire de la signature du traité de paix dans la Galerie des Glaces. En ces temps d'économie de guerre, chaque parcelle de terre doit être exploitée. Le service des jardins est renforcé par des militaires réformés ou infirmes. Des femmes apparaissent aussi dans les effectifs. Au printemps 1917, Georges Truffaut, fondateur des jardineries Truffaut, crée une pépinière de plants et légumes répartis en différents endroits du domaine. À Trianon, la mise en culture est assurée par 70 militaires indo-chinois. Les légumes qui agrémenteront l'ordinaire des poilus sont emballés dans l'orangerie, puis expédiés vers le front. Une web-série proposée donc par le château de Versailles. Le ton monte à Elancourt en première ligne face au gouvernement dans la contestation de la réforme des rythmes scolaires. Le maire, l'UMP, Jean-Michel Fourgousse, fait maintenant face à une partie des directeurs d'école et des enseignants de sa ville. Ces derniers se sont regroupés ce lundi soir devant l'hôtel de ville, juste avant une rencontre avec l'adjointe à l'éducation. La réunion devait permettre de faire le point sur ces propositions, des propositions qui ne répondent pas à leurs attentes. Catherine Zulato, Claire Cambier et Jonathan Villeman pour les images. Ils sont venus en petit nombre devant la mairie d'Elancourt ce lundi soir, des directeurs accompagnés d'enseignants pour faire le point sur la mise en place de la réforme scolaire à la rentrée 2014. Une réunion prévue de longue date, mais qui prend ce soir-là une nouvelle dimension. Les enseignants ne veulent pas des propositions de la ville. Faire débuter l'école à 8h45, rallonger d'une demi-heure la pause du midi et terminer les cours à 16h30. On réclame tout simplement que les temps d'activité périscolaire, les TAP, soient regroupés sur 3 quarts d'heure d'affilée, ce qui n'est pas le cas dans la proposition qui a été adoptée par l'équipe municipale. Donc ça n'allège en rien les journées des élèves et on rajoute les 3 heures du mercredi. On nous propose quelque chose qui va vraiment à l'encontre de ce qu'on aurait espéré dans les négociations qui avaient été entamées l'année dernière. Les enseignants souhaiteraient un arrêt des cours à 16h au lieu de 16h30, antipédagogique pour le maire UMP. Arrêter l'école plutôt genre 15h30 ou 15h45, vous êtes en plein pic de vigilance, puisque vous avez 2 pics de vigilance, 10-11h le matin et 15h-15h30 l'après-midi. Donc si vous arrêtez les cours en plein milieu du pic de vigilance, non, c'est pas conforme au rythme scolaire. Autre proposition qui soulève des interrogations, la mairie voudrait que les enseignants prennent en charge une partie des activités périscolaires. Donc c'est vrai qu'on préférait avoir des référents stables et donc des profs. Donc si les profs peuvent, bien entendu, un certain nombre peuvent s'impliquer dans ces fameuses TAP, enfin ce fameux périscolaire en dehors de l'école, ça nous coûte plus cher, bien sûr, parce que les profs coûtent 2 fois plus cher que les animateurs. Mais cela dit, il nous semble qu'on maîtriserait ce facteur de risque d'avoir autant d'animateurs. On n'a jamais entendu parler de cette histoire de mettre les TAP, les activités pédagogiques par des enseignants. Donc on est un petit peu surpris de l'apprendre. Les directeurs d'école doivent maintenant faire remonter toutes ces informations auprès de leurs enseignants. Un questionnaire devrait être diffusé. Enseignants et parents d'élèves maintiennent la pression. Ils manifesteront ce jeudi soir devant la mairie. Jeudi soir, effectivement, manifestation des parents d'élèves, toujours devant l'hôtel de ville à partir de 18h. Eux aussi demandent au maire de revoir sa copie. Enseignants et parents d'élèves qui s'expliqueront ce mercredi dans le journal à 18h en direct sur le détail de leurs revendications.
Des voies pour les taxis et pour les bus sur les autoroutes, cela pourrait fluidifier le trafic. Seulement, pas question de créer de nouveaux axes. Ce sont les bandes d'arrêt d'urgence, voire les voies existantes qui seraient réservées. L'idée devrait en tout cas être appliquée entre 2015 et 2020, selon le président de la région Île-de-France, Jean-Paul Huchon. Les explications d'Olivier Maniscalco. Des voies dédiées aux bus sur les autoroutes. C'est dans le cadre du plan de déplacement urbain que le STIF et la région Île-de-France ont annoncé mi-juin que les transports en commun bénéficieront d'aménagements particuliers sur les voies rapides franciliennes d'ici 2020. Sont concernés dans le sud des Yvelines la N118 qui connaîtra des travaux entre Vélizy et le Pont de Sèvres. Idem pour l'axe N12, A12, A13 de Plaisir à Boulogne en passant par Saint-Quentin en Yvelines et Poissy. Ces aménagements qui varieront de 1 à 10 km nécessiteront soit l'ouverture des bandes d'arrêt d'urgence ou l'utilisation du terre-plein central, soit la réservation d'une voie de bus lors des bouchons. Si du côté de la région, on vise une réduction de 20% des gaz à effet de serre et des temps de parcours réduits et garantis pour les usagers du bus, du côté des associations d'automobilistes, on se montre plus circonspect. Les suppressions de terre-plein central et des bandes d'arrêt d'urgence laissent apparaître des craintes pour la sécurité des conducteurs, tandis qu'une voie supprimée aux voitures embouteillerait davantage la circulation. D'un montant total prévisionnel de 65 millions d'euros en Île-de-France, les premiers aménagements devraient être opérationnels dès 2015. Outre les bus, d'autres moyens de transport pourraient à terme en bénéficier, tels que les taxis, le covoiturage ou les véhicules électriques. Et cette idée de mettre en place des voies spécifiques aux bus ou encore aux taxis, qu'en pensez-vous? Est-ce une bonne idée? Voici vos réponses. C'est notre question du jour au micro d'Élodie Moine. Pour les vacances, ça pourrait être pas mal. S'il y a un groupe de jeunes qui veut partir, ils auraient un transport moins long. Donc ça pourrait être avantageux pour eux. On est en France. Donc je pense que quand c'est embouteillé, qu'on voit une voie libre, ça va être dur de ne pas y aller, quoi. Pour les bus, ouais, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait faciliter les transports en commun. Pourquoi pas, si ça peut désengorger les autres voies de circulation, c'est une bonne idée. Moi je pense que oui, parce que ça pourrait faciliter la circulation dans les autoroutes. Je pense que c'est une bonne idée. Les gens vont prendre plus les bus et les taxis. Si c'est une solution pour éviter les embouteillages et pour la circulation, pourquoi pas. Mais pour moi, oui, ça serait peut-être une bonne idée pour ce qui est des taxis. L'invité de ce 17 juin à présent, Jean-Pierre Navarro, secrétaire de l'association des Ailes et des Hommes, une association qui depuis 2008 réunit des amis passionnés de paramoteurs, ce moyen de transport aérien composé pour simplifier d'une voile et d'un moteur léger. Bonsoir Jean-Pierre Navarro. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau. Pour être complet dans la présentation de votre association, j'ajoute que tous ces périples que vous menez se déroulent en Afrique, encore en Amérique du Sud, et à chaque fois, vous apportez aux populations locales des fournitures scolaires, du matériel chirurgical aussi. Tout cela est financé par des prises de vue spectaculaires que vous réalisez, ou encore des opérations comme celle du 5 juillet à Elancourt, dont on va parler. Tout d'abord, le bilan de ces actions depuis 2008. Combien de pays parcourus et combien de populations vous avez aidé ? On a parcouru à peu près 6 pays, dont vous avez noté quelques-uns. Il y a le Burkina Faso, il y a le Mali, il y a le Togo, le Bénin, la Namibie, et puis là, dernièrement, effectivement, l'Argentine et le Chili. On a dû aider peut-être un petit millier de personnes. Pourquoi avoir décidé d'associer justement santé et éducation à cette passion? On est un petit groupe de paramotoristes et on essaye de lier les deux, qui sont notre plaisir de pouvoir voyager, d'aller à la rencontre des personnes, comme vous pouvez le voir sur les vidéos. Que vous avez réalisé d'ailleurs. Donc on fait des petites choses à notre échelle, avec des petits budgets, comme vous le disiez, vendre quelques photos, voire avoir des accompagnements de mairie. On a eu l'aide de la mairie de Trappes. Vous avez réalisé des prises de vue aériennes pour la municipalité, notamment. C'est ça. Et également, là, par exemple, là où je vais faire le débriefing de notre voyage, à la pizzeria Pino, de la Dolce Vita, où il nous a aidés. Il nous a donné 2 000 €, ce qui nous permet de faire d'aider sur un micro-projet au Pérou. Vous avez mentionné le lieu, c'est la Dolce Vita, c'est à Elancourt. C'est un restaurant. Le 5 juillet, vous allez présenter Pérou, Chili. Vous nous en dites plus sur ce voyage? Comment ça s'est passé? C'était quand? Alors voilà, ça s'est passé on est parti le 26 avril, du 26 avril au 12 mai, donc 2 semaines pleines, sur laquelle on a rejoint un ami qui était déjà là-bas sur place avec un camping-car. Et l'objectif, c'était de pouvoir voler. Le challenge était également de pouvoir décoller à 2500 mètres d'altitude, ce qui n'est pas forcément évident, peu de portance. Et on a réalisé des vols extraordinaires, de pouvoir voir, c'est un vieux rêve de gamin, de pouvoir voir les lignes de Nazca
Ça a été fait par les Incas, 700 ans avant Jésus-Christ. Et là, vous pouvez voir le colibri, vous l'avez aperçu très brièvement. Mais ce sont des images qui ne se voient que d'en haut. Comment vous préparez un tel voyage? Il faut des autorisations? C'est facile finalement? Parce qu'emmener tout le matériel sur place, déjà, ça devrait être compliqué. Alors, il faut mettre les paramoteurs dans des valises. Donc là, on est entre des grosses valises. Des grosses valises. On démonte entièrement. C'est entre 2 et 3 valises chacun. On le met en pièces détachées et on a les autorisations pour pouvoir voyager avec ces engins quand ils sont en pièces détachées. Une fois arrivé sur place, c'est vrai, ça peut être un challenge, c'est de passer les douanes. Et une fois sur place, on a les autorisations pour pouvoir voler. On demande à la Direction générale de l'aviation civile, enfin l'équivalent dans le pays sur lequel on voyage pour pouvoir voler. Des plans de vol. Sur ce voyage, vous avez apporté du matériel pour les populations locales? Cette fois-ci, on a apporté des sous et on avait identifié un projet sur place à Cusco pour pouvoir construire. Et ce sont un projet qui nous avait eu. On avait eu l'idée de ce projet-là au Burkina Faso, parce que là-bas, ils cultivent la spiruline. C'est une algue, c'est un complément alimentaire, et finalement, on va amener cette technologie sur place au Pérou. Et en surfant par hasard sur Internet, je me suis aperçu que, ils ne cultivent plus du tout la spiruline, alors qu'à l'époque des Aztèques, ils connaissaient cette algue. Et en fait, ça a complètement disparu. Donc, à Cusco, on a identifié un village qui va nous permettre, avec 2 000 € de faire un bassin pour cultiver de la spiruline. Ils ont l'eau et ils ont le soleil, tout ce qu'il faut pour pouvoir cultiver, ce qui est un complément alimentaire pour les femmes et des enfants. Vous êtes combien à partir à chaque fois? Entre 3 et 10 personnes. Là, sur ce voyage-là, sur Pérou, Chili? Nous étions 3 personnes. 3 personnes. Et quels souvenirs vous en ramenez? Quels souvenirs, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? D'abord, la rencontre avec les gens, de pouvoir partager en fait cette passion, puisque en l'air, on prend des photos, des vidéos, et au sol, on les partage avec les personnes. Et c'est ce regard, parce qu'ils ne connaissent ni le paramoteur, ni ses vues aériennes. Et donc, c'est de pouvoir partager cette passion aussi avec les locaux. Il n'y a pas d'appréhension, ni de votre côté, ni de leur côté, lorsque vous leur présentez tout votre matériel, quand vous expliquez votre démarche? Curieusement, on pourrait penser qu'il y ait une appréhension parce que nous sommes des étrangers, parce qu'on vient avec énormément de matériel. Pas du tout. En fait, le fait de voler casse une barrière. C'est cette barrière de cette première approche. Et ça brise la glace tout de suite. Et on a un contact immédiat avec les populations locales. Et ça, je l'ai vu ça, quel que soit le pays visité, en Europe, en Afrique ou là en Amérique du Sud. Alors le 5 juillet, la population locale, ici à Saint-Quentin-en-Yvelines, va pouvoir découvrir ce que vous avez ramené de votre voyage là-bas. Et pour les amateurs de nouvelles technologies, ce sera l'occasion de découvrir notamment l'Oculus. Vous l'avez juste devant vous, on va le montrer à la caméra. C'est cette lunette que vous avez peut-être déjà aperçue dans de nombreux reportages parce que c'est très à la mode en ce moment. Ce sont des lunettes qui permettent une immersion totale dans l'image. On les met et c'est comme si on y était. Comment ça marche? Alors en fait, ce sont des lunettes dans lesquelles il y a 2 lentilles et sur l'ordinateur ou la console, l'image se sépare en 2 et en fait, on a ici l'image en stéréo directement dans les yeux. C'est une vraie immersion. Total. Et là, c'est la première version. La deuxième version sort en juillet-août de cette année. C'est un kit de développement. Ça, ce n'est pas encore des produits qui sont commercialisés. Quoi qu'il en soit, en fait, le fait est que là, les vidéos que j'ai pu faire en 360 degrés, grâce à des GoPro, donc en très haute résolution, 6 GoPro pour réaliser une vidéo en 360 degrés, on va pouvoir le voir directement avec cet appareil. Donc, amateur de sensations avec le paramoteur, vous venez en aide aux populations et amateur de nouvelles technologies aussi. Comment vous vous êtes procuré ce modèle? Très bonne question. En fait, je travaille dans une société. Qui avez-vous dérobé? Je travaille dans une société avec des développeurs. Je travaille chez Intel, donc on est au fait des nouvelles technologies. J'ai demandé à un collègue s'il avait l'Oculus. Il m'a dit oui. J'ai demandé si je pouvais l'emprunter. Ça a été le cas et j'ai testé ça directement sur un logiciel qui est compatible avec les lunettes Oculus Magie. C'est vraiment la possibilité de découvrir, comme si vous étiez au Pérou et au Chili. Le 5 juillet, vous avez un petit ordinateur devant vous parce que c'est pour peut-être montrer si on peut apercevoir sur la caméra les vidéos. En fait, lorsque vous bougez la vidéo ou lorsque vous êtes en pause, comme une photo, on bouge dans l'image, voilà, tout simplement. Et là, en fait, la vidéo, elle bouge. Donc là, en très haute résolution, avec les lunettes Oculus, en bougeant la tête, vous allez pouvoir bouger à l'intérieur de la vidéo et ce en 360 degrés. Donc dans toutes les directions, partout, vous allez pouvoir vivre comme si vous y étiez au-dessus des lignes de Nazca, mine de lithium ou la plus haute dune du monde. Et à découvrir le 5 juillet. Prochain voyage, vous êtes déjà en préparation? Oui, on y pense fort, l'Afrique, à l'Ouganda. Et ce sera sur un voyage encore pour venir en aide aux populations? Là, vous avez identifié ce que vous allez faire? Pas là-bas? encore. C'est souvent soit au dernier moment ou soit directement sur place pour être au plus proche
en fait, des besoins au moment où on y est. Et si les gens veulent vous venir en aide aussi pour mener ces projets, il y a un site internet, la possibilité de se procurer certaines de vos photos par exemple? Alors le 5, je vendrai quelques photos qui sont développées sur Dibon, en l'occurrence, sur du métal. Voilà, ça va être entre 50 et 80 euros, on ne les vend pas cher, c'est des grands formats, 50 par 70 cm. Sinon, on a un site internet, deseldesdeshommes.org. Voilà, le site qui s'est affiché. Merci Jean-Pierre Navarro d'être venu pour en savoir plus sur cette association. Le site internet qui s'est affiché. Et puis le 5 juillet, rendez-vous à Elancourt dans ce restaurant, cette pizzeria Dolce Vita. Voilà, merci à vous. Merci. Le mois de juin, traditionnellement, celui des portes ouvertes dans les casernes de pompiers du département des Yvelines. Les professionnels partagent leur métier à travers des ateliers, des démonstrations. Le week-end dernier, c'était au tour du centre de secours de Montigny-le-Bretonneux. Plusieurs thématiques pour les visiteurs venus le plus souvent en famille, incendie, secours routier, gestes qui sauvent. L'objectif est double, se rapprocher du public, mais aussi susciter des vocations. Les bénévoles représentent 80% des effectifs. Ils peuvent débuter très jeunes. Voici quelques réactions de peut-être futurs recrues recueillies par David Charpentier. Je pense que c'est un beau métier et que tout le monde aime bien les pompiers parce que on a souvent besoin d'eux. Donc c'est intéressant de voir leur caserne et comment ils travaillent. Je suis venu, c'est essentiellement pour mon fils qui est passionné des camps de pompiers, bien évidemment. Est-ce que tu es monté dans un camion? Oui. C'était comment? Bien. Super bien. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus? C'est la combinaison en fait, c'est trop lourd. La tête, le truc derrière et tout, c'est grave lourd. Plus la bouteille encore, ce sera méga lourd. On s'est entraîné, on a éteint des feux, on a slalomé, on a marché sur des poutres. J'ai bien aimé. Je vais travailler sur les pompiers. Tu veux être pompier? Oui. La ferme de Thiverval, Grignon près de Plaisir, un site qui appartient à l'école d'ingénieurs AgroParisTech qui possède 550 brebis, une laiterie, 450 hectares de culture, mais aussi un troupeau de 160 vaches. Lors des portes ouvertes proposées au public, voici quelques jours, nous avons voulu en savoir plus sur cet élevage. Si vous n'aviez pas l'occasion d'être présent sur place, le reportage de Catherine Zulato et de David Charpentier. Il ose à peine poser son doigt sur le pied de la vache et pourtant il ne risque pas de lui faire mal. La vache est fausse, mais le procédé est identique à la réalité. Une animation à la ferme agricole de Thiverval-Grignon pour faire comme des vrais vachers. Il faut tout sortir le lait. Mais pour voir les vraies vaches, il faut se rendre à l'étable. Ici, la traite n'est plus mécanique depuis longtemps, mais automatisée. Alors une vache se traite tous les jours, 2 fois par jour. Donc il y a 12 heures d'intervalle entre chaque traite. Ici, en moyenne, une vache produit entre 30 et 40 litres par jour. Et comment faire pour obtenir du bon lait? Alexandre a la solution. Il faut bien l'alimenter, bien la nourrir et qu'elle ait un bon confort de couchage. Donc ici, à Grignon, il y a 2 sortes de couchage, en logette et sur de la paille. La ferme de Thiverval-Grignon, un univers très rural à 2 pas de la vie citadine. On compte pas moins de 160 bêtes pour une production annuelle d'1,5 million de litres de lait. Trappe plaisir, chaque week-end de juin est marqué par une nouvelle fête de la ville. À Saint-Cyr-l'École, le week-end dernier, le thème du Far West a été retenu pour fédérer associations et populations. La ville qui a aussi proposé un spectacle de rodéo. Les images de ce rendez-vous, un aperçu de l'ambiance avec Mathilde Capberne et Jonathan Villeman. Ils étaient jusqu'à 10 000 personnes présentes sur place. Saint-Cyr a changé de décor. Après avoir décliné l'outre-mer, le Moyen-Âge et le cirque, l'ambiance du Far West a envahi la commune. Chapeau, foulard et Santiago, habillés de la tête aux pieds, certains n'ont pas hésité à jouer le jeu, dont le maire de la commune, Bernard Debain, déguisé en grand chef indien. Je l'ai appelé le grand chef des Comanches, il m'a dit non, directeur de la communication, vous n'avez rien compris, vous serez au pilori demain, je suis le grand chef Navarro. Il s'amuse beaucoup. C'est vraiment, à chaque fois, ça c'est un vrai plaisir. L'année dernière, j'avais pu lui mettre un petit tigron dans les bras. Et voilà, c'est un vrai plaisir de voir un conseil municipal et le maire autour qui arrivent à tout simplement à s'amuser, à être avec les Saint-Cyriens. Pour animer le village western, la mairie a fait appel à des associations qui retracent le Far West du 19e siècle, mais aussi des comédiens et de nombreux artistes venus faire le show. Je fais de la coupe de fouet, donc vous avez vu, j'ai coupé des roses, j'ai essayé de couper le papier qui tourne, mais avec le vent, c'est pas facile aujourd'hui. Ensuite faire de la claque et en même temps faire un peu un numéro d'acrobatie pour essayer de faire le numéro le plus complet possible et montrer tout ce qu'on peut à peu près faire avec un fouet et un cheval sur ce thème western. On fait de la cascade, de la voltige et on se fait plaisir.
Les vraies vedettes de cette journée ont été les chevaux et les puissants taureaux. Un show à l'américaine, de quoi plaire au public. Alors c'était très impressionnant, c'était bien, on n'en voit pas souvent par ici, donc c'était une bonne idée. Et puis on en voit parfois à la télé, mais en vrai c'est quand même quelque chose. Ah c'était super, c'était super bien. Surtout les taureaux. Les taureaux c'est impressionnant. Hein. Pas mal, tout à fait professionnel quand même. On voit que ce sont des gens qui font partie du milieu. La journée de samedi s'est poursuivie dimanche au cinéma Les Yeux d'Elsa, avec au programme la projection de 4 films 100% western. Et le thème de l'année prochaine sera plus local, plus français, les villages gaulois, a priori. Petit voyage dans le temps pour terminer à présent ce journal. 80 voitures centenaires regroupées devant le château de Rambouillet pour la 3e édition du Paris-Rambouillet ce week-end. Un rallye qui offre une autre vie au mythe de l'asphalte d'avant-guerre. Anthony Reich et Jonathan Villeman. Elles brillent, le bruit de leur moteur ancestral berce à nouveau les amoureux de mécanique. Pourtant, pour la plupart de ces véhicules, leurs propriétaires les ont bichonnés pendant des jours, des mois, pour qu'ils puissent à nouveau dévaler l'asphalte. Entre Joël et sa Renault EK, l'histoire d'amour dure depuis 5 ans. Fabriqué en 1914, ce bicylindre sans électricité doit être démarré à la manivelle. Je peux même presque dire qu'elle est plus belle que quand elles sont sorties d'usine. Parce qu'en particulier, les peintures à l'époque, ils ne connaissaient pas le pistolet. Donc les voitures étaient peintes au pinceau et elles n'étaient pas aussi brillantes que vous les voyez maintenant. Mais bon, on se fait plaisir. Avec les années, les progrès technologiques, certains outils ont disparu et il faut parfois les recréer soi-même. Une fois rénovés et même par dose de quelques centaines de kilomètres par an, s'asseoir au volant de ces voitures de musée ne s'improvise pas. On retrouve le plaisir de conduire. Personnellement, c'est le plaisir de conduire. Une voiture moderne, on ne fait plus attention à ce qu'on fait parce que il y a l'autoradio, il y a les voitures, boîte automatique, machin. Tout passe bien. Là, accélérateur au volant. Donc, pédale frein, débrayage, mais accélérateur au volant. En l'espace d'un siècle, comme cette Le Zèbre de 1909, la plupart de ces mythes du bitume ont eu plusieurs vies. Une première sur la route, une deuxième dans les fermes ou les châteaux pour tracter ou transporter des marchandises. Et quand elles ont la chance d'avoir subsisté, on les récupère nous pour leur donner leur 3e vie. Et là, on espère que c'est pour l'éternité parce qu'il ne peut plus rien leur arriver maintenant. Rénovée, cette Renault EK est évaluée à 40 000 €. Mais pour l'instant, désolé pour les amateurs, elle n'est pas à vendre. Fin du journal pour ce 17 juin. Demain, mercredi, vous retrouverez Catherine Zulato dès 18h. Je vous donne rendez-vous ce mardi soir, pour une nouvelle édition du 7-8 politique. 18h30, 19h30 et 23h. Il sera question des jeunes UDI, de leur avenir à peine plus d'1 an après leur création et de cette centaine de députés socialistes qui s'opposent au gouvernement avec le député des Yvelines, Jean-Philippe Mallet. Très bonne soirée.